Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais la vidéo bilan du Cozy Book Challenge 2025 de Rêve ta vie en lecteur. On va commencer tout de suite, il le faut. Nous sommes déjà le 5 avril et le temps de clôturer le mois de mars est arrivé. Pour ce Cozy Book Challenge 2025, j'ai décidé de participer puisque je souhaitais reprendre un peu la lecture. Vu que j'avais eu une grosse panne de lecture en janvier-février, je me suis dit c'est l'occasion pour reprendre un peu des livres, refaire une palle, refaire un objectif de lecture et de trouver enfin un livre qui va me faire rêver. Pour cela, j'ai commencé à faire ma petite pile à lire. Vous l'avez vu normalement si vous regardez ma vidéo bilan. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, je vous explique rapidement. Le Cozy Book Challenge, c'est simplement un challenge créé par Rêve ta vie en lecteur, qui est une booktubeuse bien connue. Et elle a choisi de créer ce challenge pour commencer le printemps. Finalement, c'est un challenge tourné vers le printemps. Et les challenges sont en fait simplement des moyens de faire des piles à lire pour que les personnes comme moi qui souhaitent trouver des livres à lire mais qui ont besoin d'une motivation en plus de ça pour lire des livres, eh bien ils peuvent se servir de ce challenge ou de ces challenges, puisqu'il y en a plusieurs tout au long de l'année. Et pour se motiver à lire certains livres, Rêve ta vie en lecteur a décidé de simplement faire des menus, des catégories, et dans ces menus et ces catégories, on peut placer différents livres qui nous intéressent selon différents thèmes, sujets, mots qu'elle a choisi dans ces catégories. Par exemple, typiquement, il me semble que la première de son premier menu, c'était Try Everything, Try Everything. Il y avait les mots famille, les mots amitié, tout ça. Et nous, on devait simplement choisir un livre qui allait dans cette catégorie. Ça pouvait être n'importe quel type de livre, un manga, un roman, une bande dessinée, voilà. Donc, commençons tout de suite, maintenant que j'ai un peu expliqué pour ceux qui ne connaissaient pas. En ce qui me concerne, je n'ai pu lire que 6 livres dans ce mois. Donc sur les 16 initialement prévus, nous ne tenons pas le compte. Mais ce n'est pas grave, c'est déjà bien. Pour quelqu'un qui avait une panne de lecture en janvier-février, 6 livres, c'est pas mal. Sachant qu'il y a des romans et un peu de manga. Donc on va dire que ça s'équilibre. Mais c'est vrai que je n'ai pu avoir que le badge souris, qui finalement se rapproche bien de la saison du printemps, puisque au printemps, les petites souris sont dans les champs, et les chats leur courent après. Mais bon, c'est pas la question. La question, c'est que moi, du coup, j'ai eu ce petit badge souris, vu que le badge au-dessus, c'était le badge chat, et que le badge chat, c'était 8 livres. Donc vous me direz, tu aurais pu enchaîner tous tes mangas, ça t'aurait permis d'en lire 2 de plus. Oui, mais quitte à lire correctement, autant finir un bon roman. Plutôt que d'enchaîner 2 mangas, je préfère terminer le roman que j'ai en cours. Comme ça, après, je peux en commencer un autre le mois d'après. Puisque justement, le challenge ne durait que le mois de mars, il fallait après embrayer sur autre chose. Et il se trouve qu'il y a un autre challenge que j'ai en tête, mais nous en parlerons potentiellement dans une autre vidéo. Sur ce, commençons tout de suite avec mon petit badge souris et mes 6 livres. Pour le premier menu, il y avait 4 catégories. La catégorie Try Everything, ça s'appelle une arc trésor. Comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses et patoune glacée. Pour ce menu, j'ai réussi à lire 3 livres de ma pile à lire. Donc je vais commencer tout de suite avec la première catégorie. J'avais choisi un petit manhwa. Pour ceux qui ne connaissent pas, les manhwas, c'est simplement des mangas mais coréens qui sont souvent à l'origine publiés sur par exemple Webtoon et ensuite publiés en format papier puisqu'ils marchent bien sur Webtoon. Donc ce manhwa que j'avais choisi, c'était Father I Don't Want This Marriage tome 5 publié par les éditions Pika. C'est une série en 8 tomes et pour l'instant nous en sommes au tome 5 du coup. C'est celui-là. Vous voyez, il est magnifique. Je ne vous montre pas le résumé de ce tome puisque c'est assez spoilant, mais plutôt je vais vous parler du premier tome. Vous voyez, magnifique. Le personnage principal, c'est cette demoiselle. Je vous lis le résumé. Vivre dans l'univers d'un roman qui n'en a jamais rêvé. Notre héroïne, elle, s'en serait bien passée. Victime d'un accident mortel, elle se retrouve propulsée dans l'histoire du livre qu'elle a lu. Réincarnée dans la peau de Juveliane, fille du duc odieuse, elle mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Sauf que ce rôle de méchante condamnée ne lui convient pas du tout.
notre héroïne décide de réécrire l'histoire et de changer la destinée du personnage qu'elle incarne. Mais prise entre la rancune de son ex-fiancé de prince et le désamour de son duc de père, Juveliane peut-elle seulement espérer échapper à une fin tragique? Voilà, donc ça, c'est le résumé du tome 1. Honnêtement, j'ai vite accroché à cette série, déjà parce que les dessins sont magnifiques. Voilà, ça c'est le monsieur brun de la couverture. Ensuite, un petit dessin. Oh, voilà, une page comme ça, on adore. C'est un petit peu spoilant, c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Une page un peu éclairée, une page un peu éclairée. Oh, voilà, cette page-là est magnifique aussi. Voilà, donc les dessins vraiment sont très beaux. L'histoire est intéressante, même si on connaît cette trope, ce sujet de retour dans le passé ou de changement de monde, un personnage qui est décédé et qui change de monde. On connaît assez ce trope-là, mais c'est vrai que, au-delà de ça, l'histoire, les personnages, les dessins font que j'ai bien accroché à cette histoire. Et pour l'instant, sur les 8 tomes qui seront publiés, 5 sont sortis et je les ai tous. Donc ça signifie que j'ai bien aimé et que je continuerai à aimer jusqu'à la fin, je pense. Même si je crois que je me suis fait spoiler la fin sur YouTube avec un short. Super, on adore. Mais c'est pas grave, tant pis, je continue quand même à les acheter et à les lire parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, j'avais choisi de lire le tome 2 de la série Les Eden, Juniper Hill de Daphne Perry, publié aux éditions Céleste. C'est l'histoire de Memphis. Memphis qui débarque avec son fils de 2 mois dans la petite ville de Quincy. Quincy, c'est la ville des Eden. Littéralement, c'est leur ville. Les Eden, c'est une famille, on va dire, relativement riche. Ils possèdent beaucoup de magasins, des cafés, des hôtels. Et justement, Memphis, elle vient pour travailler dans l'hôtel L'Héloïse, qui est tenu par Héloïse Eden, justement. C'était cette femme-là qui l'a embauchée. Et en fait, Memphis, elle est complètement perdue. Elle débarque avec son fils. Elle débarque avec son fils de 2 mois, comme je disais. Et tout ce qu'elle a, toutes ses affaires sont dans sa voiture. Au début, on ne sait vraiment pas pourquoi et comment elle se retrouve ici. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a fui son ancienne maison, sa famille, pour venir ici. Et apparemment, c'est pas tout rose, hein. Apparemment, elle est venue plutôt à contre-cœur ou parce qu'elle était obligée. Et outre le fait qu'elle va travailler dans cet hôtel, elle va surtout emménager dans l'appartement de Knox Eden. Knox Eden, c'est le frère de Héloïse et c'est une personne plutôt sombre. On sent que lui aussi, il a un lourd passé. Enfin, moi qui n'ai pas lu du coup le tome 1, j'en savais encore moins que les gens qui ont lu le tome 1. Mais ce qui est sûr, c'est que il a un passé très sombre. Donc on suit Memphis qui arrive là et que avec son fils qui d'ailleurs a énormément de coliques. Et justement, c'est un thème que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre, c'est que la maternité est abordée de façon mémorable. Je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie, dans le sens où le postpartum, même s'il n'est pas mentionné, on comprend très bien que c'est quelque chose de très compliqué, ou en tout cas que ça peut, pour certaines personnes, être quelque chose de très compliqué. Et là, pour le coup, Memphis, elle en souffre énormément, car elle se pose énormément de questions, elle se sent très peu à l'aise avec son bébé, qui pleure toutes les nuits. C'est vraiment affreux, le bébé il est en souffrance, elle aussi. C'est vraiment un sujet qui a été énormément travaillé, je pense, par l'autrice. Et elle a poussé le bouchon tellement loin que je crois que j'ai eu parfois les larmes aux yeux rien que de lire la détresse dans laquelle pouvait être Memphis parfois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au fur et à mesure du temps, elle va finir par se rapprocher de Héloïse, sa patronne. Elle va finir par se rapprocher de son propriétaire, donc Knox, même de leurs parents finalement. On suit Memphis au cours de l'histoire. Et on comprend totalement qu'elle est perturbée par son ancienne vie. Il y a quelqu'un qui l'appelle au moins 4 fois par jour, elle fait que couper le téléphone et tout. Enfin, elle est vraiment mystérieuse. On comprend que c'est sûrement sa famille ou son ex qui l'appelle. Rien n'est raconté du tout et on se demande vraiment qu'est-ce qui a pu lui arriver. Et pour le coup, les problèmes ne font que continuer car vu qu'elle est en constant questionnement par rapport à sa maternité, quand elle commence à travailler, à l'hôtel, elle doit laisser son fils à la garderie et il est sûr que pour elle c'est une torture déjà de laisser son enfant. Voilà, je pense que chaque parent
n'a pas très envie de laisser son enfant à la crèche, c'est plutôt qu'il est obligé, mais c'est surtout que elle se sent vraiment mal à l'aise vis-à-vis de une des personnes qui garde son enfant. Ça se comprend totalement parce que la personne est vraiment chelou. Donc Memphis, elle est vraiment par moments et par vous, et chaque nouveau problème la met KO. En tout cas, au début du livre, elle est vraiment KO. Dès qu'il y a un truc qui vient, elle est vraiment au sol, quoi. Et moi, ça m'a vraiment touchée de voir à quel point cette personne pouvait être affectée par la solitude. Je me suis sentie tellement mal pour elle que c'était vraiment affreux. Je crois que je suis passée par beaucoup de phases quand j'ai lu ce livre. J'ai rigolé, j'étais en colère, j'ai été outrée, j'ai pleuré, je crois, à un moment. Il y a eu tellement de hauts et de bas, et de hauts et de bas. Ça reste une romance, on sait très bien ce qui va se passer par la suite. La question de la maternité est tellement importante dans ce livre que je crois que c'est ça qui a fait que j'ai adoré ce petit bouquin. En vrai, je connaissais pas du tout cette série et c'est Piketty Booking qui en a parlé. J'ai pas spécialement été surprise par l'histoire. J'ai envie de dire que c'est pas ultra original non plus. Il y a de tout dans ce livre. Je suis vraiment passée par beaucoup d'états d'âme. Beaucoup de thèmes sont abordés, des thèmes de la famille, des thèmes des relations, des thèmes sur le travail aussi. Recoucou, je reprends la suite car la vidéo a eu un problème la dernière fois et donc je n'ai pas eu la fin. Ou du moins je n'ai pas pu réaliser la fin. Pour continuer le menu, j'avais lu le tome 1 de Emily Wilde, donc l'encyclopédie féerique de Heather Fassett aux éditions de Saxius dans la collection Sabran. Vous vous rappelez qu'il était relativement magnifique. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente, je le remonte. Derrière aussi avec le petit livre. Je vous fais mon petit résumé personnel parce que j'aime bien. Là-dedans, on suit donc Emily Wilde. Emily Wilde, c'est une professeure de dryadologie. Donc elle travaille sur les fées. Là, elle part dans les pays du Nord, très 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 froid, très 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 froid, pour étudier une race de fées particulière, les recluses, qui sont surtout un mythe qu'une réalité, car il y a très peu de documents sur ces fées-là, qui sont réputés, en tout cas si elles existent, véritablement pour être des fées vraiment cruelles, atroces, méchantes, sournoises. Et donc elle part dans un pays que je ne citerai pas car c'est vraiment affreux. Des fois je me demande vraiment comment l'autrice a pu inventer beaucoup de noms là-dedans. Alors à moins que ce soit vraiment un pays qui existe hein, et que ce soit par exemple, je sais pas moi, dans les pays vraiment du Nord, qu'ils ont un dialecte vraiment particulier. Mais en tout cas c'est un nom à dormir debout. C'est un nom très dur à dire. En attendant, donc, elle part dans ce pays très froid, elle débarque là-bas, elle rencontre les villageois qui ont des traditions et des mœurs très différentes des siens. Elle emménage dans une sorte de cabane, littéralement c'est une cabane, c'est même pas un petit appartement, non, c'est une cabane vraiment. Le froid est omniprésent, la nuit elle se gèle. Et heureusement pour elle qu'elle a toujours son animal de compagnie, son chien. D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment un chien, parce que vu la description qu'on en fait, c'est plutôt une créature un peu particulière qu'un chien. Je ne vais pas trop spoiler, mais en tout cas, elle dit que c'est son chien. À la suite de ça, donc elle essaye de découvrir un peu des histoires sur les recluses, mais comme je dis, c'est des faits qui sont très peu vus, très peu documentés, parce que on les voit quasiment jamais. Elles ont des comportements qui sont très particuliers, très sectaires, très complexes. Et donc, Émilie, elle commence à faire quelques petites prospections dans la forêt, dans la montagne. Elle va rencontrer des nouvelles personnes, des villageois qui vont lui raconter des choses. À la suite de ça, commence tout son périple pour faire la recherche sur ces faits. Et aussi débarque son acolyte de toujours, le professeur Bumblebee. Oui, je dis Bumblebee parce que j'ai vu Transformers, j'adore, et donc je dis toujours Bumblebee. Voilà. Peut-être pas comme ça qu'on le dit, mais moi je le dis comme ça. Il s'appelle exactement Wendell Bumblebee. Donc il arrive comme ça, sur un petit cheval blanc, parce qu'il est un peu bizarre Bumblebee, franchement. Il est un peu hautain, mais en même temps assez attachant, assez mignon. Moi personnellement, en tout cas, je me suis beaucoup attachée à lui. Et apparemment, elle aussi, elle est attachée à lui. Il lui rappelle un peu la maison, il lui ramène aussi un certain confort de vie. Il est assez connu, lui, dans le monde de la dryadologie.
Et donc lui, il arrive et il lui remet un peu de baume au cœur, on va dire ça comme ça, et il va l'aider dans ses recherches pour agrémenter son étude sur les recluses. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je me languis de lire le tome 2, mais en même temps, vu que le tome 3 ne sort pas tout de suite en français, je pense que je vais attendre un petit peu pour le lire, peut-être la fin de l'année, peut-être. On va voir comment ça va se passer. Ensuite, pour le menu 2, j'avais choisi plusieurs livres, mais j'en ai lu aucun finalement. Je passe directement au menu 3. J'ai eu la possibilité de lire le tome 5 de Kaiju numéro 8. Littéralement, c'est la suite de la série animée, comme je l'avais dit. C'est l'histoire d'un homme, parce que c'est pas un jeune homme, c'est un homme, qui travaille dans une société de nettoyage de corps de kaiju. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans ce monde-là, des monstres, qu'on appelle donc des kaiju, débarquent de temps en temps. Certains sont plus forts que d'autres, et il y a une armée qui est capable de les tuer. Ils viennent, ils les massacrent littéralement, et puis l'équipe de nettoyage, donc avec l'homme en question, vient et nettoie nos rues, enfin les rues. Et donc cet homme-là, Kafka Ibino, lui son rêve c'est de travailler dans l'armée qui détruit les kaiju. Il vu qu'il est assez âgé, je crois qu'il a 33 ans, un truc comme ça, il est dans la dernière année possible pour postuler dans l'armée. Dans la société de nettoyage arrive un jeune. Lui aussi il veut travailler dans l'armée. Au cours d'un nettoyage, il leur arrive un pépin, il se retrouve à l'hôpital, et là, manque de bol, un micro kaiju, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, débarque. Et littéralement, le saute dans la bouche et il rentre dans son corps. Monsieur Kafka devient un kaiju. Je ne vous ai rien spoilé, c'est le premier épisode, c'est dans le tome 1, on s'en doute. De toute façon, on s'en doute que c'est lui sur la couverture du tome 1. On va suivre toutes ses pérégrinations pour cacher que lui est un kaiju, parce que forcément, il va réussir les examens, sinon il n'y aura pas d'histoire. Et là, son but, ça va être de cacher à tout le monde, sauf à ce jeune-là, avec qui il a passé les examens. Lui-même était présent quand il est devenu un kaiju. Il va essayer de le cacher à tout le monde et d'avancer le plus possible dans les examens, la sélection et tout ça. Dans ce tome-là, on arrive à la reprise après l'animé. Il s'est fait démasquer, malheureusement. Après avoir été emprisonné, il fait un combat contre le grand patron de l'armée en question, et là, advienne que pourra. Je ne vais pas spoiler la suite, vous pouvez regarder l'animé. C'est vachement bien, les musiques dans l'animé sont géniales, j'avoue, vraiment pas mal. Il me reste plus que 2 livres à vous présenter, mais vu les 2 livres en question, je ne vais pas suivre les menus, je vais vous en parler simplement comme ça. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, je vous avais parlé de Wings. Je vous avais fait un gros topo dessus, donc je vais pas forcément m'étaler, mais je vous en reparle quand même un peu. Je l'ai lu, relecture, j'ai beaucoup aimé, mais pas autant qu'avant. Franchement, j'avoue, ça reste une lecture jeunesse, donc forcément, je suis moins accrochée, je suis habituée maintenant à lire des livres un peu plus denses, même si, suite à ma panne de lecture du janvier-février, ça m'a quand même pas mal aidé de lire un livre à l'univers pas trop fourni, avec pas beaucoup de descriptions. C'était relativement facile de le lire. J'avoue que j'ai dû sauter peut-être quelques lignes au fur et à mesure, mais parce que je me rappelais quand même pas mal de l'histoire, même si ça faisait 15 ans que je l'avais pas lu. Je dirais que je vais garder sûrement dans ma bibliothèque, parce que c'est une série qui, je pense, en vaut la peine. Moi, je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je la garde. Donc en gros, c'est l'histoire de Laurel. Laurel qui a déménagé il y a peu de temps avec ses 2 parents dans une grande ville, alors qu'avant elle vivait à la campagne. Avant, elle faisait l'école à la maison. Là, elle commence le lycée, puisque sa mère a décidé qu'elle allait aller au lycée. Elle va se faire des amis et tout ça. Et puis un jour, enfin, alléluia, elle se dit ça y est, j'ai un bouton, sauf qu'il est en plein milieu de son dos et qui fait que grossir, que grossir, que grossir. Et au fur et à mesure des jours, il est aussi gros qu'une balle de ping-pong, et là, il éclate. Et là, au matin, elle a plus de bouton, mais elle a une fleur qui lui pousse dans le dos. Et elle commence à flipper, littéralement. Elle sait pas ce qui se passe. Elle va se demander comment ça se fait, pourquoi j'ai ça, je suis censée être une humaine, les humains ça va pas ça. Comme je le disais, elle s'est fait des amis, et elle va notamment se tourner vers un qui est plutôt doué en biologie. Elle va lui demander de l'aider, et heureusement pour elle, il a l'esprit bien ouvert, parce qu'elle va lui expliquer littéralement tout ce qui lui arrive, quoi. Et donc après, elle va essayer de comprendre pourquoi elle a ça. Elle va retourner dans son ancienne maison, et de là va découler beaucoup de choses qui vont faire qu'elle va comprendre qu'elle n'est pas humaine, en fait. C'est une série en 4 tomes. C'était publié chez Quête Jeunesse, mais bon, maintenant on ne peut plus le trouver neuf, c'est forcément d'occasion. Je l'ai vu beaucoup passer sur Vinted, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Il n'était pas très cher, et certains même vendent la collection entière, les 4 tomes. Et après, en dernier livre du mois, j'ai lu Tiziri. J'attendais vraiment rien de ce bouquin.
Vraiment rien du tout, parce que ça faisait 100 ans que je l'avais dans ma pile à lire. Je me suis dit, bon, ok, Alexiane de List, c'est très connu, mais bon, souvent, je suis un peu en mode, bon, je sais pas, j'ai pas trop envie de lire. Et puis en fait, heureusement que je l'ai lu, heureusement, parce qu'il est génial. J'avais beaucoup aimé les dystopies avec par exemple Sistra, c'était aussi un plume blanche, vous le voyez ici, plume blanche, plume blanche, tous les deux dans la collection Argent d'ailleurs, si jamais vous connaissez pas, Plume Blanche, c'est une maison d'édition pas très connue, mais qui vraiment en vaut la peine. C'est une maison d'édition qui a des collections vraiment très bien organisées. Vous allez avoir Plume Noire. Plume Noire, c'est tout ce qui est adulte, sujet sensible, smut, trigger aussi. Il y a beaucoup de triggers là-dedans, enfin de sujets qui peuvent être considérés comme des triggers. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo des livres Plume Blanche, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cette maison d'édition, donc sûrement que je vous en reparlerai, peut-être en fin d'année. Parce qu'en fin d'année, Plume Blanche fait de bonnes choses. Je vous en reparlerai. Au contraire de Sistra, Tiziri, c'est une dystopie qui se passe complètement dans la jungle, la forêt, avec la nature. C'est très 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 tourné sur la nature, alors que celui-là, c'était des arènes de combat, des villes saccagées, des parents contrôlés, dans le sens où ils ne pouvaient pas faire plus qu'un enfant. Peut-être que j'en reparlerai aussi de celui-là, mais on verra quand je parlerai de Plume Blanche. En attendant, je continue sur Tiziri. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à l'histoire en question. Je vais vous lire le résumé pour que vous voyez un peu de quoi ça parle. Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement, les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel? Qui dans son monde est finalement le prédateur? J'ai été vraiment très touchée par le personnage de Tiziri. Littéralement, j'ai lâché une petite larme, pas à la fin, mais un peu avant. Vu qu'elle est albinos, c'est une personne qui est mise de côté énormément dans le livre. Elle est très critiquée. En plus, elle est orpheline. Elle vit avec sa grand-mère, mais il lui reste son petit frère aussi. Et donc, dans le village, elle fait partie des faucheurs, c'est-à-dire ceux qui sortent, ceux qui peuvent sortir du dôme protecteur pour aller dans la jungle et chasser, ramener des proies, ramener de la viande, ramener de la nourriture. Puisque bon, ils ont beau faire de la cueillette ou planter des choses dans le village, ils n'ont pas 36 000 animaux dans un cratère, quoi, c'est pas possible. Donc il y a quelques personnes qui sont devenues faucheurs. Et faucheur, c'est pas un métier de tout repos, franchement, c'est très dangereux. C'est comme c'est dit dans le résumé, la faune et la flore, surtout la flore, en veut littéralement à mort contre les humains. Ils peuvent leur faire du mal, ils peuvent les rendre fous, ils peuvent les faire halluciner. Vraiment, c'est vraiment très nocif pour eux. Tiziri, elle est top 1. Voilà, c'est la meilleure en termes de chasseresse. Elle s'est jamais trop sentie à sa place, du coup, vu qu'elle est un peu mise de côté par tous les villageois. Ils sont bien heureux qu'elle ramène de la bouffe, mais à côté de ça, ils la considèrent pas comme un membre à part entière. Ils la critiquent. Je me demande même si avant, elle n'avait pas été battue, harcelée par d'autres enfants du village. Elle va tomber sur un écomère. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont relativement drôles, on va dire, dans ce livre. Vous allez avoir un crocodile qui fait les bruits d'un grillon. Du coup, on appelle ça un crocodillon. Il y a beaucoup d'animaux comme ça qui ont changé de nom. Apparemment, c'est parce que les écomères, quand ils sont arrivés sur Terre, ont littéralement modifié toute la faune et la flore, carrément jusqu'à leur ADN. En attendant, j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume est vachement belle. Le texte est assez aéré. C'est très fluide. En plus de ça, il y a des dessins, c'est toujours le même. Plume Blanche fait souvent ça d'ailleurs. À chaque début de chapitre, vous voyez, il y a des petits dessins dessus. Et j'ai oublié de dire, mais la couverture, elle est de Tips. Et Tips, c'est une illustratrice que j'adore. Vraiment, j'adore. Et elle travaille beaucoup sur les livres de Plume Blanche. Et si vous voulez voir un peu ses couvertures, n'hésitez pas à voir son Instagram. Je vous mets son compte par là. J'ai énormément envie de lire le tome 2. La fin de celui-là, c'est pas un cliffhanger. On respire quand même un peu à la fin. J'aurais eu le 2 sous la main, j'aurais bien aimé. Sachant que j'ai déjà eu l'occasion de l'acheter et que je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas lu le tome 1 forcément. Donc honte à moi. J'ai aussi vu sur Booknode qu'il y a eu un spin-off à cette série. J'ai énormément envie de le lire. Donc il y a Tiziri tome 1, Tiziri tome 2 et après le spin-off c'est Kael. C'est avec Tiziri que je termine mon bilan du Cozy Book Challenge.
Nous sommes le 6 avril. Je suis un peu en retard, c'est vrai. Mais c'est pas grave, au moins la vidéo est tournée. Plus ou moins bien. On verra au montage. Mais en attendant, je suis bien heureuse d'avoir réussi à lire quand même autant de livres. Comme je disais, moi qui avais eu une panne de lecture, ça change, ça change, ça change, ça change. Donc je remercie encore une fois Rêve ta vie en lecteur pour son challenge, tout son travail qu'elle a fait pour nous créer un challenge comme ça. Bon, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, j'ai réussi à avoir ce petit badge de souris qui fait quand même très printemps, comme je l'ai dit. En vrai, je pense que j'aurais pu avoir le badge du chat, mais comme j'ai pas regardé ni Zootopie ni le premier épisode de la série Heartstopper, bah du coup j'ai pas eu 8 points. J'aurais peut-être dû. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vais vous laisser là et puis on se retrouve bientôt, sachant que je pense faire un petit remue-ménage dans ma bibliothèque. Sûrement que la prochaine vidéo ce sera un bookshelf makeover. Ou non, mais en gros je vais changer de place mes livres. Bon, je vous dis au revoir, à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.